Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen à retrouver ici même chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle, très content de vous retrouver en cette fenêtre internationale et forcément le programme sera un petit peu axé foot de sélection avec deux salles, deux ambiances. Vous allez voir d'abord l'Italie qui se réveille lundi en pleine crise d'angoisse parce qu'elle aura de nouveau des barrages à disputer pour la prochaine Coupe du Monde. Les deux dernières fois, ça s'était très mal passé. On va aller demander à Guillaume Pacini comment est l'ambiance ce lundi en Italie. On filera ensuite en Angleterre, rejoindre Philippe Anclair. L'Angleterre à qui tout a réussi, tout a souri durant cette campagne de qualif. Mais il y a un point noir, c'est le cas de Jude Bellingham, sorti très mécontent lors de son remplacement dimanche soir. Il y a un vrai malaise et on va demander à Philippe Auclair de nous raconter tout ça. Et puis on terminera avec un retour à l'actualité un peu plus tourné sur les clubs et au cas Hendrik en Espagne avec notre spécialiste Anna Caro qui va nous parler de ce très probable prêt de l'attaquant du Real Madrid à l'Olympique Lyonnais en seconde partie de saison. Que vaut-il vraiment? Pourquoi ne joue-t-il pas cette saison? On va poser toutes ces questions à Anna. Petit rappel, mais vous pouvez aussi retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo sur eurosport.fr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires sur tous les sujets qu'on évoque dans cette émission. Voilà, vous avez le rappel, vous avez le programme, c'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe en suivant l'odeur du sang, cette odeur qui nous mène en Italie, rejoindre Guillaume Pacini. Salut Guillaume, je ne vais pas te demander si ta soirée de dimanche a été bonne. Je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait une victoire 9-0 de l'Italie contre la Norvège pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. À l'arrivée, ça fait une défaite 4-1. Et ça officialise le fait que l'Italie devra passer par les barrages pour disputer la Coupe du Monde. C'est la troisième fois de suite que c'est le cas. Les deux dernières fois, ça s'est très mal passé pour l'Italie. Question très simple, Guillaume. Est-ce qu'on a peur ce lundi d'un cauchemar qui se répète? Bah écoute, c'est un cauchemar qui se répète depuis maintenant 2017 et le premier barrage face à la Suède. Donc oui, on a peur et l'Italie aujourd'hui a peur de tout le monde. Peu importe l'adversaire, on pourra en parler après du futur barrage en mars. Le tirage est jeudi d'ailleurs. Mais l'Italie a peur de tout le monde aujourd'hui. Ce qui est normal. Tu parlais évidemment de ce score hypothétique que, voilà, contre la Norvège, le 9-0. Évidemment, personne n'y a cru ici parce que c'était impossible. Parce que la Norvège déjà est très forte. Et parce que surtout hier soir à San Siro, elle nous a prouvé encore une fois que l'Italie est une pâle copie de, voilà, on le sait, hein, de la nationale et de l'époque. Mais surtout, hier, Gattuso avait dit, moi, j'aimerais bien gagner pour poursuivre un peu voilà, ce qu'il avait commencé depuis son arrivée sur le banc. Il y avait 5 victoires sur 5 quand même. Donc, alors certes, c'est des victoires face à des petites nations. Il y avait la Moldavie, il y avait Israël. Et à chaque fois, ça a été quand même globalement compliqué. Donc, on n'était pas très rassurés. Mais voilà, il voulait en tout cas poursuivre ce chemin pour arriver au barrage, on va dire, avec confiance. Et tu mènes un 0 et finalement, tu t'en prends 4. On peut dire que la Norvège a joué une mi-temps sur deux, parce que la première, ils étaient en claquette. La deuxième, ils ont joué avec un minimum de sérieux. Ils en ont mis 4 à l'Italie. Donc, on a peur, mais on est aussi très lucide, très conscient du niveau aujourd'hui de la sélection. Et tu sais, c'est Arthur, aujourd'hui, il y a 20 ans, on aurait fait le Tour d'Europe. Alors, ça n'existait pas à l'époque, malheureusement pour tout le monde. Mais si tu m'avais appelé il y a 20 ans, moi, je t'aurais dit l'Italie va jouer la Coupe du Monde pour la gagner. Aujourd'hui, la vraie perte pour l'Italie, c'est d'y aller. Et là, la différence, elle est notoire parce qu'une sélection qui est quadruple championne du monde, qui aujourd'hui se bat depuis 2017 pour se qualifier à une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui était en tout cas inimaginable, mais qu'aujourd'hui, la réalité en Italie est. Et je peux t'assurer que dans les médias, on parle d'humiliation, dans les radios, j'écoutais beaucoup de radios avant d'enregistrer avec toi. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, mais aussi beaucoup de lucidité sur le fait que l'Italie aujourd'hui n'est pas du tout au niveau. Mais on se demande vraiment comment l'Italie va faire pour aller à la Coupe du Monde l'année prochaine. Comment tu la situes, cette Italie, par rapport à celle qui a disputé les barrages en 2017 et celle qui a disputé les barrages en 2022? Est-ce qu'elle est encore pire que ses prédécesseurs? Est-ce qu'elle est à peu près du même niveau? Comment ça se passe? Alors écoute, il y a déjà une instabilité chronique sur le banc, hein, parce qu'après Mancini et voilà, la victoire de l'Euro 2020 disputée en 2021, il y a Spalletti qui est venu, il y a Gattuso ensuite qui l'a remplacé. Et Gattuso est arrivé parce que personne n'en voulait, parce que personne ne voulait de ce poste-là.
Il y avait eu plusieurs sondages pour d'autres entraîneurs, et ils avaient tous dit non. Et Gattuso arrivait un peu comme le pompier de service. On sait très bien que Gattuso n'a pas non plus une carrière richissime. Vous avez pu le voir aussi en France, à Marseille. C'est un bon coach, mais de là, c'est essentiellement de l'Italie quand même. Moi, il y avait quand même une frontière assez grande. Où je la situe, écoute, c'est vraiment une sélection qui est dans le désert, hein. C'est-à-dire que c'est pas une sélection sur le papier qui est mauvaise. Alors tout le monde compare toujours cette sélection à celle des années 2000, des années 90. Évidemment que c'est plus l'Italie de Del Piero, de Totti, de Inzaghi, de Paolo Rossi, de Gianluca Vialli, évidemment. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une équipe quand même qui peut aller au moins à la Coupe du Monde. Donc, moi, ce qui me fait assez peur, c'est quand on va arriver au barrage au mois de mars, on pourra en reparler, mais il y a vraiment une pression sur ces joueurs-là, peu importe le standing, peu importe le niveau. C'est-à-dire qu'il y a une paralysie générale à l'approche de ces barrages. En 2017, c'est la première fois face à la Suède. C'était en format aller-retour à San Siro, et ça avait déjà marqué les esprits à l'époque parce que c'était la première fois. Ça faisait 50 ans que l'Italie n'avait pas manqué une Coupe du Monde. Il y a eu 2022 à domicile face à la Macédoine du Nord, c'était à Palerme. Là encore, on ne s'y attendait pas, mais perdre contre la Macédoine du Nord à domicile, ça te situe quand même sur le niveau mental de cette sélection. Vraiment, les joueurs sont paralysés à l'idée d'aller à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils ont peur et ils savent le poids qu'il y a sur leurs épaules. Donc, moi, c'est vraiment l'aspect mental plus que le niveau sur le terrain. C'est une sélection aujourd'hui qui est évidemment très loin de l'équipe de France, très loin de l'Espagne, très loin de d'autres nations. Donc, c'est une sélection qui, pour moi, à la Coupe du Monde, pourrait aller, par exemple, en huitième, pas plus loin, sûrement. Mais moi, voilà, l'aspect mental sera très important. La seule différence avec les deux premières fois, c'est que cette fois, l'Italie s'y prépare depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que la Norvège a tellement fait une campagne quasiment parfaite en mettant des 9-0, des 10-0. Voilà, c'était joué d'avance. L'Italie, on va dire, se mentalise un peu à ça. Hier, j'ai regardé les conférences d'après-match. Tous les joueurs ont dit, bon, on sait la responsabilité qu'on a sur les épaules en mars prochain. Mais est-ce qu'arriver au jour J, on le rappelle, hein, demi-finale, finale, donc il y aura deux matchs. La demi-finale, ce sera soit face à la Suède, l'Irlande du Nord, la Roumanie, la Macédoine du Nord ou le Pays de Galles. Et la Suède et la Macédoine du Nord, ça ne rappelle pas les bons souvenirs parce que c'est les deux nations qui avaient éliminé l'Italie en 2017 et 2022. Mais au-delà vraiment de l'adversaire, parce que les adversaires aujourd'hui font tous peur à l'Italie, c'est vraiment l'Italie elle-même qui fait peur parce que cette paralysie de l'enjeu, honnêtement, aujourd'hui, voilà, il bloque tout le monde, il bloque les joueurs, il bloque le sélectionneur. Et hier, cette défaite face à la Norvège, elle fait mal parce que, au-delà du peu d'enjeux quand même qu'il y avait, les proportions encore que ça a pris sur les deux matchs, il y a quand même 7-1, 4-1 en retour, 3-0 à l'aller. Voilà, voilà, on est vraiment sur une sélection qui est très pâle Arthur et qui est très inquiétante. Et honnêtement, on se fait aucune illusion en vue des prochains barrages. C'est-à-dire qu'on est les pieds sur terre, on est vacciné sur ce qui s'est passé les deux premières fois. Donc, si on y va, tant mieux. Et si l'Italie n'y va pas, tant pis, même si ce sera encore une fois un drame sportif. Mais en fait, on y est habitué. Et je finirai là-dessus sur cette partie-là, Arthur. La dernière fois que l'Italie a disputé un match de phase finale de Coupe du Monde, c'était la finale 2006 face à l'équipe de France. Ça paraît complètement dingue et effectivement, le tableau d'ensemble est pas très réjouissant. Donc, on rendez-vous jeudi pour savoir à quelle sauce l'Italie sera mangée pour cette première marche vers la Coupe du Monde. Allez, Guillaume, on va peut-être terminer sur une note un peu plus positive. Hier, le buteur, c'est Pio Esposito. Un buteur qui commence à faire parler de lui en Italie. Alors, hors des frontières italiennes, on va être très honnête, on en parle encore très très peu. Mais raconte-nous un petit peu voilà, ce joueur qui commence à monter un petit peu. Alors, avant d'en parler, Arthur, je voulais rajouter une dernière chose sur l'Italie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Gattuso, le sélectionneur, tu as dû le voir, c'était plein aussi du système de qualification, hein, globalement. Et d'ailleurs, ça a tiré les foudres de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de quasiment tout le monde. Mais c'est pour te dire qu'en Italie, vraiment, on se rattache à ce qu'on peut, même au système de qualification qui, pour Gattuso, est pas juste par rapport aux autres continents, on va dire. Voilà. Parenthèse refermée. Et sur Pio Esposito, évidemment, c'est vraiment l'une des seules éclaircies de la sélection. C'est un attaquant qui est très prometteur, qui est déjà dans la force de l'âge. Il arrive à 9 ans à l'Inter Milan. Il était prêté 2 ans à l'Aspé. Il a fini meilleur buteur de la Série B la saison dernière. Et il est revenu à l'Inter cet été parce que l'Inter comptait sur lui. Elle compte sur lui encore aujourd'hui. Et
Et on l'a vu, hein, dès le début de saison de Serie A, il marque. Alors, il est derrière, évidemment, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, qui sont les deux titulaires indéboulonnables de l'Inter. Mais par rapport aux autres attaquants, et c'était vraiment un problème que l'Inter avait ces dernières années, Méditerranée, en Correa, alors Arnautovic avait vraiment un problème, on va dire, de joueurs, d'attaquants, de but derrière les deux titulaires, Thuram et Lautaro. Mais Pio Esposito, voilà, c'est l'éclaircie de l'Inter, c'est l'éclaircie de l'Italie. Et c'est vraiment un joueur dont on parle beaucoup ici. C'est un attaquant qui est très physique, très bon. Il a déjà marqué 3 buts en sélection. Il fait partie des joueurs les plus jeunes à avoir marqué 3 buts en sélection en Italie. Donc, c'est vraiment un attaquant qu'il faut suivre de près. On va en parler aussi sur eurosport.fr cette semaine. Mais en tout cas, voilà, dans ce marasme un peu qui règne ici en Italie et dans toute l'inquiétude voilà, qui entoure la sélection, c'est vrai que Pio Esposito, il fait partie du présent et du futur de la sélection. Donc, on croise les doigts et tu le sais, on attend un buteur depuis très longtemps ici. Alors, Matteo Retegui et Moiskin ont repris un peu le flambeau ces derniers temps parce qu'ils marquent quand même beaucoup. Mais c'est vrai que Pio Esposito, voilà, on sent que ça peut être le joueur d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il est quasiment un titulaire de la sélection et le joueur de demain parce qu'il est encore très jeune et parce qu'on sent voilà, qu'il a tout le potentiel pour vraiment devenir voilà, un grand attaquant. Erling Haaland avait dit avant le match, Pio Esposito, moi je ne le connais pas. Je pense que depuis hier, malgré le score, voilà, il connaît au moins son nom. Effectivement, on suivra cette trajectoire, mais on sera d'abord curieux de savoir quel cadre de cette sélection seront capables de relever le défi de ces barrages. On va évidemment suivre ça de très près. Merci Guillaume pour toutes ces analyses. On te laisse ici, on te souhaite une bonne semaine. On pensera à toi jeudi et à l'Italie. Et nous, on va filer en Angleterre, rejoindre Philippe Auclair qui est entre deux trains, mais qu'on a quand même tenu à voir par téléphone, notamment pour parler du malaise Jude Bellingham. Allez, on poursuit ce tour d'Europe en Angleterre avec d'abord un petit crochet par l'Irlande. Bonjour Philippe Auclair, on va parler de la sélection de Thomas Tuchel, on va parler de Jude Bellingham, mais on était obligé d'abord de parler de ce triplé de Troy Parrott, ce triplé qui a envoyé l'Irlande en barrage pour la Coupe du Monde. Raconte-nous ce moment fou, Philippe. Écoute, fou, oui, c'est le mot qu'on peut utiliser pour ça. Très honnêtement, personne, il y a encore 2 semaines, personne ne s'attendait à ce que l'Irlande ait la moindre chance de pouvoir participer au mondial. Il y a d'abord eu la victoire contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, expulsé, avec un doublé déjà de Troy Parrott de très belle facture. Et puis ensuite, ce match contre la Hongrie, qui commence le plus mal possible, avec un but de Varga absolument sublime, je pense que tu l'auras vu, contre les Irlandais. On se dit, bon, ça y est, c'est râpé. Et puis les Irlandais, cette équipe d'Irlande, qui d'ailleurs, pour une fois, n'est pas entraîné par un Irlandais, mais par un Islandais. Al Grinson, ça te rappellera peut-être quelque chose, le dentiste qui avait la charge de l'équipe d'Islande à la grande époque, bah, c'est lui. Et grâce à Troy Parrott, auteur de 3 buts, dont le dernier à la 97e minute, l'Irlande termine deuxième de son groupe et va donc participer au barrage, connaîtra son adversaire du mois de mars ce jeudi, si je ne m'abuse, lors du tirage au sort. Mais bon, l'explosion de joie en Irlande et au-delà de l'Irlande a été absolument extraordinaire. En plus, d'autant plus extraordinaire que Troy Parrott, qui au passage, lui, il est sur un nuage, je ne sais pas quand il va redescendre, mais il était, tu sais, quand tu es plus qu'au bord des larmes, que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps et que tu as cette espèce de fatigue, d'incompréhension, mais de joie en même temps, il était comme ça. Il en a de la chance. La plus belle nuit de sa vie, il a dit, bah oui, là, je pense que là, pour une fois, ce n'était pas une exagération. Et ce qui est en plus extraordinaire, c'est que si Evan Ferguson avait été en bonne condition physique, c'est lui qui aurait joué à la pointe de l'attaque des Irlandais et pas Troy Parrott. Et il était blessé. Donc Parrott, qui joue à Z, aux Pays-Bas, en Eredivisie, où d'ailleurs il se débrouille très très bien, a été choisi pour mener cette équipe, l'attaque de cette équipe d'Irlande, qui ont joué un football très direct, qui vous rappellera l'Irlande qu'on adorait de Jack Charlton, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement extraordinairement sophistiqué, mais il y a de l'action et ça marque, et c'est très dur à battre, et ça ne sait pas quand c'est battu. Et le résultat, c'est donc cette incroyable équipe d'Irlande qu'on disait au fond du trou, a maintenant une chance de participer à la Coupe du Monde de 2026. Très honnêtement, c'est un petit miracle.
Ouais, c'est assurément l'une des belles histoires de cette campagne de qualification. Il y a une histoire un peu plus claire, un peu plus lisse, un peu plus attendue, c'est celle de l'Angleterre qu'on va évoquer juste après, campagne de qualif impeccable. Mais malgré tout, ce qui Ouais. ressort ce lundi en Angleterre, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est encore une fois le cas de Jude Bellingham. Bellingham qui était titulaire en Albanie lors de la victoire anglaise dimanche soir et qui est sorti en montrant assez clairement son mécontentement d'être remplacé par Morgan Rogers. Évidemment, en Angleterre, on parle avant tout de ça. Quel est le climat? Est-ce que ça devient vraiment problématique, ce cas Bellingham, Thomas Tuchel en Angleterre, Philippe? Bah, le cas, il est problématique. Il est problématique depuis un petit bout de temps. Il va falloir que Thomas Tuchel prenne des décisions très fortes. Alors, l'avantage pour lui, c'est qu'il a du temps maintenant. L'Angleterre s'est qualifiée, 8 matchs, 8 victoires, 20 buts marqués, 0 but encaissé, donc parcours absolument parfait. En fait, c'est le plus beau parcours en qualification de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, te dire. Donc, Tuchel est dans une position de force. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Tuchel n'est pas un manager qui a été pris pour être là sur la durée. Il est là pour amener l'équipe d'Angleterre au Mondial de 2026 et, si possible, faire un coup en 2026. Ce qui signifie qu'il peut absolument, en plus de ça, tu connais Tuchel, c'est pas quelqu'un dans ce qu'il fait des choix qui va en changer d'avis parce que quelqu'un va lui taper sur l'épaule en lui disant ça ne se fait pas ça. Non. Et là, il a un objectif très clair dans le temps et dans l'espace. Les États-Unis, le Canada, le Mexique en 2026. Il a un joueur, Jude Bellingham, qui était blessé à un moment, donc il ne pouvait pas utiliser. Il met en place une équipe d'Angleterre qui fonctionne très bien, avec Morgan Rogers d'Aston Villa dans le rôle de numéro 10. Il y a d'autres joueurs qui sont également victimes, entre guillemets, de cette construction d'équipe de Thomas Tuchel, comme Phil Foden. Mais Jude Bellingham, la différence, c'est que lui, il est un peu, on va dire, à part. Hein. Je pense que tu pourrais parler avec David de la personnalité très affirmée, on va dire ça comme ça, de Jude Bellingham, qui ne lui a pas fait que des amis au Borussia Dortmund et dans les autres clubs où il est passé. Et du coup, si l'Angleterre joue mieux sans Jude Bellingham, tu peux faire confiance à Thomas Tuchel, il ne jouera pas. Alors que Jude Bellingham est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être en termes de potentiel et de talent pur, le meilleur joueur de cette équipe d'Angleterre, c'est quand même beaucoup dire, parce qu'il y a de sacrés talents là-dedans. Le problème, c'est son attitude qui détonne par rapport à l'attitude de ses partenaires. Et là, en plus de ça, tu vois, il est titularisé contre l'Albanie. Il joue bien d'ailleurs. Ensuite, après le deuxième but de Harry Kane, le 2-0 est acquis, l'Angleterre a fait le boulot. On est quand même en toute fin de match. Il est remplacé, on pourrait penser, bah, c'est peut-être pour le ménager un petit peu, mais il prend ça très, très mal. Très, très mal. Il le fait savoir, il le fait voir. Et Thomas Tuchel, on lui en a parlé bien évidemment après la rencontre. On lui a dit, vous aurez remarqué. Il a dit, oui, on a remarqué, on va regarder à nouveau, machin, etc. Très honnêtement, je pense que les oreilles de Jude Bellingham vont lui siffler un petit peu parce que c'est la différence entre Tuchel et ceux qui l'ont précédé. Je le dis, je le répète, il est sur un coup. Ce qui signifie que s'il prend des décisions super fortes, quelles que soient les critiques qu'il encaisse, il n'en a rien à faire parce qu'il sait que au lendemain de la Coupe du Monde de 2026, ça sera bye-bye. Donc, Jude Bellingham a intérêt à mettre un petit peu d'eau dans son vin, ou dans sa bitter, en l'occurrence, parce que s'il continue comme ça, pour moi, ça fait absolument aucun doute qu'il ne sera pas dans le 11 de départ de l'équipe d'Angleterre, quelles que soient ses qualités personnelles. Il y a d'autres exemples, hein, je veux dire, quand tu réfléchis des joueurs problématiques qui ont été exclus, ou des joueurs qui posent problème à cause de leur type de jeu. En Angleterre, il y avait eu Jimmy Greaves en 1966. Plus près de nous, en France, on a eu Canto et David Ginola, souviens-toi, avec Aimé Jacquet. Il est tout à fait possible à un entraîneur de décider de se priver d'un joueur dont on pense qu'il est peut-être le meilleur de l'effectif. Et là, franchement, on ne peut pas dire que Jude Bellingham, malgré une excellente performance sur le terrain, il n'y avait rien à dire. Malgré une excellente performance sur le terrain, il n'a pas marqué des points. Et que c'est Morgan Rogers qui, pour moi, demeure en ce moment le détenteur du numéro 10 dans cette équipe d'Angleterre. On parle, Philippe, de sa place dans le 11 qui peut être menacée, mais est-ce que Ouais. c'est pas sa place dans le groupe de l'Angleterre pour le Mondial 2026 qui peut être remise en question? Parce que finalement, avec ce que tu nous dis de Bellingham, avec ce qu'on a vu de lui aussi depuis le début de sa carrière en club, on a quand même du mal à imaginer ce joueur et son ego un peu surdimensionné s'asseoir sur le banc de sa sélection pendant une grande compétition en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que le choix, ça va être plutôt un choix du groupe qui va être emmené aux États-Unis plutôt qu'un choix pour ce qui est de la titularisation. L'avantage pour Tourelle et pour Bellingham, qui va quand même, il n'est pas idiot, il a un ego surdimensionné, mais c'est loin d'être un imbécile.
il a le temps maintenant de réfléchir peut-être un petit peu et de repenser la façon dont il projette sa personnalité au sein de l'équipe d'Angleterre. Il a du temps pour ça. On a 3 mois, puisque je dis 4 mois avant le prochain break international, donc il y a le temps que les choses reposent un petit peu. Cela dit, tu peux imaginer que l'annonce du squad pour la pause internationale du mois de mars va être très, très attendue en Angleterre parce que, bien évidemment, Jude Bellingham, ne l'oublions pas, ne faisait pas partie du premier groupe de Tourelle pour ses qualifications pour la Coupe du Monde. Ni lui, ni Phil Foden ne faisaient partie du groupe. Ils ne l'ont que réintégré. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi. Si jamais il y a un problème entre Bellingham et la sélection, le choix de Tourelle serait de le laisser en dehors du groupe qui se rendra à la Coupe du Monde. Parce que quand tu as un ego aussi important que celui de Bellingham et la façon dont un joueur qui est mis à part peut pourrir un groupe, surtout pendant un grand tournoi, tu te dis, si Tourelle veut aller jusqu'au bout de ses convictions, et il le fera, il le laisserait à la maison. Ce qui paraît, je sais, complètement insensé. C'est arrivé dans le passé dans d'autres équipes. En équipe d'Angleterre, je n'ai pas le souvenir de quoi que ce soit, mis à part, je sais, Jamie Greaves, qui était un cas très particulier en 1966. C'était quand même un autre âge, un autre football, une autre époque. Là, Bellingham, très honnêtement, on se disait, avec sa réintégration, bon, ça va, il sera dans le groupe. Mais ces problèmes de personnalité, qui encore une fois dominent, et je pense que ça, c'est une des choses que Tourelle ne peut pas supporter, c'est le fait que, à la fin d'une campagne de qualification où tu passes 20 buts, tu n'en encaisses pas un seul, tu fais le max de points, hein, c'est remarquable. Avec un nouvel entraîneur qui fait tourner, qui essaie de nouveaux joueurs, et de quoi on parle aujourd'hui en Angleterre? De Jude Bellingham. Ça va. C'est pas du tout le type de, comment dire, d'attitude que Tourelle attend de ses joueurs, et c'est pas du tout le type d'équipe que Tourelle entend amener à la Coupe du Monde. Donc oui, il y a un vrai problème, je suis d'accord avec toi. Bon, Philippe, on va mettre son cas un petit peu à part pour poursuivre un peu ce que tu as commencé à nous dire sur cette équipe d'Angleterre, à la campagne de qualification absolument impeccable, aucun but encaissé, que des victoires. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan, un premier bilan de cette Angleterre de Thomas Tuchel. Première année civile conclue, un quasi sans faute. Il y a eu cette défaite en amical contre le Sénégal, mais à quoi elle ressemble cette équipe et qu'est-ce qu'elle inspire en Angleterre? Moi, elle m'inspire beaucoup de choses et ces choses sont bonnes. En ce sens que le fait que l'Angleterre se balade en qualification, ce n'est absolument pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Enfin, c'est le cas depuis les années 90. Mais le fait que l'Angleterre joue de manière aussi déliée, ça, c'est complètement nouveau. La chose la plus frappante, c'est le rythme. Tu sais, cette équipe d'Angleterre avec Southgate, on avait pris l'habitude, elle est solide, elle est dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Il y a quelques joueurs de qualité exceptionnelle. Tu as Harry Kane, tu as Bukayo Saka, etc. Tu en as d'autres. Mais alors là, c'est la façon dont certains joueurs ont explosé avec Tourelle, première chose. Un joueur comme Morgan Rogers, moi que j'adore d'Aston Villa. Les autres qui se maintiennent à leur niveau, tu penses à Bukayo Saka, de nouveau excellent. Tu penses à Harry Kane. Bon, que dire de lui? C'est pour moi l'un des joueurs les plus sous-estimés de la planète. Là encore, c'est 8 matchs, 8 buts. Je pense à la façon, à l'épanouissement de Declan Rice dans son rôle de box-to-box, tu vois, de milieu de terrain box-to-box, beaucoup plus créatif qu'il était précédemment. Tu penses à Anderson, qui n'était pas un joueur qui faisait partie de l'équipe d'Angleterre avant l'arrivée de Tuchel, qui maintenant est devenu un pilier indispensable de cette équipe. Tu ajoutes à ça une défense centrale, pour une fois, on n'est plus à l'époque de Maguire et Stones et compagnie. Là, on parle de Mark Guéhi, on parle de Kansa et de Stones qui est revenu dans l'équipe. Tu regardes partout, tu te dis, mais c'est formidable cette équipe. Tu regardes le regain de Marcus Rashford. Tout d'un coup, on ne parle plus de lui à Manchester United, mais on parle de lui à Barcelone et on parle de lui en équipe d'Angleterre. Mais tu vois surtout une équipe qui est libérée dans le jeu. Sous Gareth Southgate, c'était les passes latérales, c'était la minimisation du risque. Là, par contre, c'est très frappant. Cette équipe d'Angleterre, en particulier depuis la victoire contre la Serbie, le 4-0 contre la Serbie, tu la vois transmettre le ballon beaucoup plus rapidement. Tu vois des joueurs en milieu de terrain et en attaque prendre des risques dans la transmission du ballon. Tu vois davantage d'appels. Tu vois des attaquants beaucoup plus mobiles qu'auparavant. Tu vois Declan Rice, je reprends son exemple, avant se cantonnait, on va dire, dans ses 30-40 mètres, passait de temps en temps la ligne, la ligne médiane, c'était juste pour soutenir un petit peu ses attaquants, puis garder un œil sur ce qui se passait derrière lui. Là, par contre, il se joue à l'attaque. Tu ajoutes tout ça et tu as une équipe d'Angleterre qui joue beaucoup plus vite, plus inspirée, avec des joueurs qui percent, et Bericci Eze également, qui retrouvent leur niveau, Marcus Rashford, qui sont toujours à un niveau exceptionnel, Harry Kane, Bukayo Saka. Et tu te dis, cette équipe d'Angleterre,
On en parle doucement pour l'instant. Elle n'est pas encore favorite des bookmakers. Et pour moi, c'est évident si jamais elle reste dans l'état d'esprit, des dispositions dans lesquelles elle se trouve actuellement, et sans qu'il y ait de catastrophe au niveau des blessures, parce que ça, on ne sait jamais, cette équipe d'Angleterre, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Je le dis, je m'avance. Je vais me faire taper sur les doigts parce que ça va mal se finir. Pour moi, elle fait partie des grands favoris de la Coupe du Monde de 2026 avec Thomas Tuchel. On aime ces prises de risque, Philippe. Tu vois, je t'avais même pas posé la question de l'Angleterre favorite ou non. Tu as répondu toi-même et en tout cas, on aura plaisir à reparler de cette sélection de Thomas Tuchel dans les mois à venir. On la suivra évidemment de très près au Mondial. Philippe, on va te libérer et nous, on va aller rejoindre Ana Caro en Espagne. Merci beaucoup et bonne semaine à toi. Allez, on termine ce tour d'Europe en Espagne où on rejoint notre spécialiste du football espagnol, Ana Caro. On l'a dit en introduction, on va parler d'Hendrick, mais d'abord, on va quand même toucher 2 mots de cette sélection espagnole. Ana, comment elle va tout simplement? On a l'impression que c'est du tout droit dans cette campagne de qualification au Mondial. Oui, clairement, ça se passe très très bien pour la sélection espagnole, malgré voilà, les petits, encore des débats hein, finalement autour de Lamine Yamal. On s'y attendait, on l'avait dit avant même la sélection. Bon, bah voilà, ça n'a pas loupé. On a aussi d'autres absents. Voilà, toujours des petites polémiques, mais au final, la sélection, elle, s'en ressent pas du tout parce que voilà, sort d'une victoire 4-0 contre la Géorgie. Là, il va y avoir un match contre la Turquie qui risque d'être aussi plutôt une balade pour les hommes de Luis de la Fuente. Donc, une bonne sélection espagnole qui se rassure, qui enfin, surtout n'a jamais vraiment douté de ses forces pendant ses qualifications et qui continue tranquillement son chemin et qui, bah, plus que jamais, dit qu'elle aussi, elle est sans doute prétendante au prochain mondial. Parmi les joueurs dont on parle peut-être un petit peu moins, en tout cas vu de l'extérieur, on sait qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal par exemple, tu viens de le dire, mais il y a un certain Ferran Torres qui marque des buts, empile les buts avec cette sélection. Je crois qu'il a intégré le top 10 des meilleurs buteurs. Quelle est sa place dans cette sélection à Ferran Torres? Et ben, si on en parle assez peu en France, on en parle aussi assez peu en Espagne, parce que tout simplement le titre d'un édito de Sport ce matin, c'était le buteur invisible. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas qu'en France où on parle très peu de Ferran Torres. Ferran Torres, là, il a marqué son 23e but avec la sélection espagnole face à la Géorgie. C'était son 100e but en carrière. Et c'est surtout qu'avec ce 23e but, il intègre le top 100. Il y a beaucoup de choses historique ou entre guillemets symbolique surtout dans ce match contre la Géorgie parce qu'il a aussi joué avec le numéro 7 qu'il a récupéré d'Alvaro Morata parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il retrouvera la sélection espagnole, mais c'est le numéro 7 aussi de David Villa qui est son idole lui d'enfance. Il est né à Valence, Ferran Torres, et David Villa c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Roja. Donc voilà, c'est beaucoup de choses symboliques, beaucoup d'espoir aussi finalement, parce que Ferran Torres, on le pointe souvent du doigt comme un joueur très inconstant, pas capable d'être un buteur régulier devant le but. Et en fait, si on regarde son ratio avec la sélection espagnole, il a le 4e meilleur ratio de la sélection. Donc en fait, effectivement, il n'est pas forcément très régulier avec le Barça. Il l'est de plus en plus en grandissant, mais c'est un buteur très fiable pour la Roja. Et c'est très important dans cette Roja parce que dans la Roja, beaucoup de joueurs sont capables de marquer des buts. Là, il y a Mikel Oyarzabal qui a marqué un doublé contre la Géorgie. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont peut-être des noms un peu moins clinquants, mais qui, dans ce collectif espagnol qui tourne quand même extrêmement bien parce qu'ils jouent tous et parlent tous le même football, voilà, on a Ferran Torres qui intègre ce top 10. Ce sera bientôt le cas aussi d'Oyarzabal parce qu'il est à 21 buts, donc il est qu'à 2 buts finalement de Ferran Torres et de ce fameux top 10. Mais c'est très prometteur pour la suite, pour la Roja, surtout que c'est vrai qu'on entend depuis très longtemps Ferran Torres, mais il a que 25 ans, donc il a quand même un peu d'avenir devant lui. Bon, on reviendra forcément te voir, Anna, pour nous parler de Ferran Torres, mais surtout de tous les autres et de cette Espagne qui s'avance comme favorite avant ce mondial 2026. On va quand même rebasculer dans l'actualité club et ouvrir ce dossier Hendrick, dont on a pas mal entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines. On le rappelle, a priori, son prêt serait quasiment ficelé à l'Olympique Lyonnais pour la seconde partie de saison. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux nous confirmer que ce sont toujours les mêmes échos en Espagne, que le tout jeune attaquant madrilène va bien rejoindre l'OL en prêt de ce qu'on dit?
Oui, oui, alors ça a été confirmé hier par AS notamment, mais c'était déjà confirmé par Marca avant. Donc, enfin, c'est vraiment, oui, effectivement, il va sauf énorme problème, énorme blessure, par exemple en attaque côté Real Madrid, Henrik va rejoindre l'OL. Ce qu'on a appris via AS justement, c'est que le Real Madrid n'a mis quasiment aucune barrière entre guillemets à son prêt, si ce n'est justement cette clause de rappel au cas où un attaquant du Real Madrid se blesse pendant la période de son prêt. C'est la seule clause que voulait mettre le Real Madrid dans ce contrat-là. Ils ont été assez flexibles, ils ont même laissé la totale liberté aux joueurs de choisir sa future destination. C'est un prêt qui est un peu gagnant-gagnant parce que Hendrik, lui, ne joue pas du tout cette saison. Il a joué que 11 minutes face à Valencia. Et il a comme objectif de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Et pour l'instant, on va dire qu'il n'est pas très bien parti. Donc, il a tout intérêt, lui, à ce que ce prêt réussisse et donc à aller dans un club comme l'Olympique Lyonnais où bah, il n'y a pas vraiment d'attaquant attitré, si ce n'est Satriano, qui n'est pas forcément en réussite. Et du côté du Real, bah, ils ont tout intérêt aussi à ce que Henrik se relance parce que c'est quand même 50 millions qu'ils avaient investi sur lui à l'époque où il arrive au Real Madrid. Et il y a quand même une grosse envie de la part du Real d'avoir un retour sur investissement parce que là où Henrik contre Vitor Roque, quand le Vitor Roque signe aussi au Barça, ça devait être un peu le duel futur entre les deux clubs. Bon, bah, Vitor Roque a déjà quitté le Barça. Le Barça s'en est bien sorti parce qu'ils ont trouvé une porte de sortie voilà, où on l'a plutôt bien racheté. Pour Hendrik, le Real continue de croire en lui, en tout cas surtout à la direction, parce qu'il ne s'entend pas forcément très bien avec Xabi Alonso. Mais voilà, on croit toujours en Hendrik, que c'est un joueur d'avenir. Et pour ça, bah, un prêt à Lyon, avant une Coupe du Monde où peut-être il pourrait participer, bah, voilà, c'est hyper gagnant pour toutes les parties. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Real Madrid a mis très peu de barrières à ce départ en prêt. Qu'est-ce qui vaut réellement finalement Hendrik? Parce que vu de France, on a peut-être du mal à s'en rendre compte. En Espagne, il ne joue quasiment plus cette saison. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on lui imagine encore un destin, un vrai avenir, en tout cas au Real Madrid, plutôt qu'un avenir à la Victor Roque au Barça? Qu'est-ce qu'il a montré qui rend encore les gens à Madrid optimistes? Alors les gens à Madrid, ils sont optimistes. C'est surtout qu'en fait, ils en veulent plus à Xabi Alonso de ne pas du tout compter sur lui et de ne pas le faire jouer. Mais il y a des bonnes raisons parce que Kylian Mbappé marche sur l'eau en ce moment avec le Real Madrid et que Gonzalo Garcia, qui a émergé pendant la Coupe du Monde des clubs, bah voilà, lui c'est un enfant du club. Il a peut-être moins de demandes, on va dire, en interne parce qu'il y a quand même ce bruit qui court que Hendrik ferait partie de ces Brésiliens qui sont un peu en lutte, on va dire, contre Xabi Alonso. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple à manager d'avoir un Gonzalo Garcia qu'un enfant du club. Ce que vaut Hendrik, c'est assez difficile de le dire aujourd'hui parce que cette saison, voilà, il a joué 11 minutes et les matchs qu'il a joués, et il a joué titulaire en fin de saison passée avec Carlo Ancelotti qui lui fait confiance. Donc lui, c'est un bon point pour lui pour sa Coupe du Monde. Mais c'est très dur de dire ce que vaut Hendrik parce que quand il arrive au Real Madrid, il a très peu de temps de jeu, mais quand il rentre, il est très très décisif et il montre qu'il a un gros sens du but et qu'il a aussi une très bonne qualité technique parce que s'il faut compter sur lui pour redescendre, récupérer un ballon, remonter tout le terrain et marquer, lui, il est capable de le faire. Seulement, le Hendrik en forme qu'on a pu voir au début de son aventure au Real Madrid, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu et ça va être aussi une grosse tâche de la part de Paolo Fonseca de réussir à lui redonner cette confiance parce que il a prouvé pas mal de choses quand même sur ses premiers mois au Real Madrid. Il avait un ratio de minutes jouées pour de buts inscrits ou de passes décisives faites qui était vraiment énorme. Seulement, ça a duré quelques mois, voilà. Et depuis, le Hendrik qu'on connaissait, c'est un peu envolé. C'est pas forcément que de sa faute, hein, sans doute, mais il y a peut-être aussi ce côté de travail où on sait que, on va dire que les Brésiliens du Real Madrid, en tout cas certains, notamment en attaque, ont peut-être du mal un peu avec certaines charges, notamment défensives. Est-ce que c'est ce côté-là qui a fait que Xabi Alonso compte vraiment pas du tout sur lui cette saison? On ne sait pas vraiment, parce que du coup, bah, pour le coup, on l'a pas vu jouer du tout de la saison. Mais c'est sûr que s'il va dans un club comme Lyon, même s'il sera le seul attaquant de pointe, même s'il a quasiment aucune concurrence à son poste, il devra quand même faire les efforts pour l'équipe. Et je pense que ça va aussi un peu
faire plaisir entre guillemets au Real Madrid que Endrick se confronte peut-être à un autre contexte qui est peut-être beaucoup moins favorable que celui du Real Madrid où bon, le club a quasiment l'essentiel du temps la possession du ballon et qu'ils ont peut-être moins à courir après pour qu'ils voient autre chose. Dans tous les cas, Endrick, finalement, lui, il a approuvé parce que même s'il est très attendu à l'OL, il n'y a pas forcément de certitude que tout va fonctionner. La balle est dans son camp parce que c'est lui qui veut jouer le mondial à la fin de la saison. Le Real, s'il ne se relance pas, ce sera très dommage d'un point de vue comptable. Mais dans la mesure où Xabi Alonso, depuis le début de saison, comptait pas vraiment sur lui, en fait, ils peuvent pas attendre plus de ce qu'il montre déjà. Si on doit résumer le profil pour les supporters lyonnais qui nous regarderaient, on est quand même sur un numéro 9 pur, un attaquant pur, qui a un vrai sens du but, tu nous le disais, et qui est aussi capable de répéter les courses. Alors, je dirais pas que c'est un numéro 9 à l'ancienne, parce que déjà, il est assez petit, donc il a moins ce rôle de pivot. Mais il a, oui, cette capacité à répéter les appels, en tout cas. Et même, il a une très bonne. Il sait très bien garder un ballon, il sait très bien progresser avec le ballon dans ses pieds. Donc, il est capable d'aller, lui, le chercher un peu plus bas s'il faut. Donc, c'est pas forcément un numéro 9 à l'ancienne, style Giroud, etc. Mais c'est vraiment un joueur qui a un bon sens du but, ça, c'est sûr. Il a une bonne qualité de frappe, mais il faudra qu'il ait des ballons aussi dans la surface. Alors, pas forcément du coup aérien, mais qu'il soit quand même plutôt bien servi, en tout cas qu'il ait des créateurs dans son dos. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a pu faire défaut aussi sur la fin de saison dernière du côté du Real, parce que le Real, sans Modric et sans d'autres joueurs comme ça, a peiné à la création, peine encore un peu à la création d'ailleurs. Mais voilà, il faut qu'il soit bien alimenté en ballon. Et en vrai, si on regarde l'effectif de l'OL, avec un Tolisso, un Taylor Morton, il devrait avoir des ballons. Il faut juste voir s'il a assez de monde devant pour combiner. Mais c'est sûr que si on lui donne un bon ballon dans la surface, peu importe l'endroit, il va tirer. Est-ce qu'il va marquer? C'est probable s'il est en confiance, parce qu'on l'a vu quand il était au début au Real, qu'il était très clinique. Mais voilà, c'est un attaquant qui prend sa chance, en tout cas dans la surface, et qui laisse le moins de ballons passer. Bon, en tout cas, on est assez curieux de voir si ça doit se confirmer. L'évolution d'Endrick à l'OL et la Ligue 1 a un petit peu hâte, je pense, de découvrir le petit Brésilien en seconde partie de saison. Merci beaucoup, Anna. On te souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve pour de l'actualité Real, Barça, l'actualité de la Liga qu'on connaît bien et que tu nous racontes si bien. Merci, Anna, et bonne semaine à toi. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous aurez encore du foot sur la chaîne YouTube d'Eurosport France vendredi avec le FC Stream Team. Et puis évidemment, on sera de retour avec Tour d'Europe lundi prochain pour reparler du football de club principalement. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à très vite. Bonne semaine.